Maya Sandu a remporté son pari, avec 55,33% des voix au second tour des élections présidentielles qui se sont tenues hier, dimanche 3 novembre. Elle remporte un second mandat en tant que présidente de la République de Moldavie. Ce qui fait que jusqu'en 2029, la tête de l'État sera incarnée par une figure euro-atlantiste, réformiste et à la réputation d'être incorruptible. Il reste une épée de Damoclès qui plane sur Maya Sandu, ce sont les élections législatives qui devraient se tenir au premier semestre 2025 et qui vont déterminer si Maya Sandu peut continuer sa politique. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je fais un petit point sur l'élection présidentielle en Moldavie et où je le replace dans son contexte géopolitique. Donc le scrutin s'est tenu hier et comme j'ai dit, il a consacré la victoire de Maya Sandu qui remporte un second mandat. C'était une élection considérée comme très géopolitique, une de plus en Moldavie, me direz-vous. Maya Sandu représentant l'intégration euro-atlantique, les réformes structurelles et la lutte contre la corruption, et son rival, le socialiste Alexander Stoyanoglu, offrant une ligne plus sociale, plus paternaliste et plus axée sur un renouvellement des liens avec la Russie. La participation, elle s'est élevée à 54,30%, ce qui veut dire que 191 000 personnes de plus ont pris part à l'élection, comparé au premier tour il y a 2 semaines. Cette élection a été marquée par une forte ingérence étrangère et par des tentatives de manipulation et de fraude. Hier, les réseaux sociaux se sont affolés de voir que des avions avaient été affrétés depuis Moscou pour emmener des électeurs vers Minsk et vers Bakou pour qu'ils puissent voter dans les ambassades de Moldavie. Et en soi, c'est bien que les électeurs se rendent aux urnes, mais apparemment le voyage était gratuit pour eux, et donc il a été clairement payé et organisé par les réseaux russes de l'oligarque en exil Ilhan Shor. Ce qui pose évidemment la question de la légalité de ces manœuvres. Il y a eu des inquiétudes similaires face à un afflux considérable d'électeurs venus de Transnistrie, une région qui se considère comme séparée de la Moldavie depuis 1992. Et ces deux mobilisations, celle des Moldaves de Russie et celle des électeurs de Transnistrie, ont favorisé le candidat socialiste Alexander Stoyanoglu. Mais d'un autre côté, la participation a aussi été forte parmi les diasporas réparties dans les pays occidentaux. Et donc, si manipulation il y a eu, eh bien elle n'a pas été perceptible dans les résultats. Maya Sandu avait eu cette phrase au soir du premier tour il y a 2 semaines. Nous nous sommes battus à la loyale dans un contexte déloyal et nous avons gagné. On parlait alors d'ingérence russe sans précédent, sachant que l'ingérence étrangère c'est de toutes les manières une constante dans les élections en Moldavie. Les Occidentaux ne sont pas en reste, mais ils n'ont pas recours aux mêmes moyens illégaux et aux mêmes fraudes qu'a par exemple utilisé l'oligarque en exil Ilhan Shor. Donc toute la journée d'hier a été ponctuée par des dénonciations de ces fraudes. On parlait même de tentatives de déstabilisation ou de violence lors du décompte, mais en fait il n'y a pas eu d'incident majeur. Ce qui est intéressant justement c'est le décompte. Les premières estimations sont sorties vers 22h, heure locale, et avec déjà plus de 70% des bulletins dépouillés, eh bien c'était le socialiste Alexander Stoyanoglu qui menait avec environ 52% des voix contre 48% pour Maya Sandu. Et pendant la nuit, le rapport s'est inversé pour donner donc 55,33% des voix à Maya Sandu. Ça s'explique puisque hier à 22h heure locale, les bureaux de vote de Moldavie étaient fermés, ainsi que ceux en Chine, en Russie, au Bélarus, en Azerbaïdjan, alors que ceux des pays européens et nord-américains étaient toujours ouverts, et c'est là où la diaspora a très fortement soutenu Maya Sandu. Ça c'est une tendance qui se vérifie depuis déjà plusieurs élections. Les diasporas moldaves réparties dans les pays occidentaux soutiennent les forces euro-atlantistes et réformatrices. Sachant que ces partis que je viens de citer, ils ont longtemps alimenté la corruption systémique qui a phagocyté la Moldavie depuis son indépendance en 1991, mais depuis que Maya Sandu est entrée en politique en faisant de la lutte contre la corruption son principal cheval de bataille, eh bien elle remporte un franc succès parmi les diasporas moldaves réparties dans les pays occidentaux. Et donc ce scrutin confirme le poids des Moldaves de l'étranger dans la politique nationale, ce qui évidemment arrange bien Maya Sandu pour cette élection, mais ça pose quand même un certain nombre de questions, étant donné que ces Moldaves de l'étranger ne contribuent plus à la vie réelle du pays, hormis l'argent qu'ils envoient régulièrement à leurs proches. En commentant les résultats, les opposants de Maya Sandu la dénigrent donc comme la présidente de la diaspora et ne reconnaissent pas son élection comme pleinement légitime, même s'ils ne vont pas la remettre en question par voie de justice. Il y a un deuxième élément aussi qui doit interpeller les dirigeants, c'est la participation. Donc j'ai déjà dit qu'elle s'était élevée à 54,30%.
ce qui veut dire que l'abstention a été de 46,70%, et donc près de la moitié du corps électoral a déserté la scène politique, ce qui est aussi une tendance qui se confirme d'une élection à l'autre. Et ça nuit évidemment à la légitimité des pouvoirs successifs, et ça vide la vie politique d'une partie de sa substance. Maia Sandu, elle a bel et bien remporté son pari, elle gagne un nouveau mandat pour 4 ans, et en plus de ça, elle a pu inscrire le processus d'intégration européenne dans la Constitution après la victoire du oui à son référendum, mais elle doit néanmoins prendre en compte qu'elle a été élue grâce à des Moldaves qui n'habitent plus en Moldavie. Ça ne rend pas du tout son élection illégitime, mais de fait, en Moldavie même, elle a perdu l'élection présidentielle et elle a perdu son référendum. Évidemment, une partie des résultats est explicable par les campagnes de désinformation et de propagande, par les fraudes, par les violations en tout genre, mais il faut prendre en compte qu'il y a un bloc incompressible d'électeurs qui restent très sensibles à une certaine nostalgie de l'URSS, à une rhétorique paternaliste un peu plus sociale, et aussi à une ambition de renouvellement des liens avec la Russie. Et ça ne s'est pas démenti, même après l'invasion russe de l'Ukraine. Donc non seulement le pouvoir en place doit en tenir compte, peut-être en renforçant sa politique sociale, mais en plus de ça, ça pèse sur le futur des prochaines élections législatives qui doivent se tenir avant la fin du premier semestre 2025. Ce sont des élections cruciales dans le cadre d'un régime parlementaire, puisque le réel pouvoir, il réside dans l'hémicycle, et le chef de l'État n'a de l'influence que si il ou elle dispose d'une majorité parlementaire. Et ces élections législatives, elles sont plus qu'incertaines, puisque le PAS, le parti au pouvoir, est bien moins populaire que la figure de Maia Sandu. Et après leurs récents échecs, donc au référendum et à la présidentielle, les partis d'opposition pourraient se coaliser et présenter un front uni. Bon, cela étant dit, jusqu'en 2029, on sait que la tête de l'État est incarnée par une figure euro-atlantiste, réformatrice et a la réputation d'être incorruptible. Et ne serait-ce que ça, dans le contexte de la guerre russe en Ukraine, de l'intégration européenne et des relations entre Chisinau et Tiraspol, la capitale de la Transnistrie, ou Chisinau et Comrat, la capitale de la Gagaouzie, eh bien ça va beaucoup jouer. D'autant que les résultats de cette élection aux très fortes consonances géopolitiques, eh bien ils se traduisent directement sur la carte de la région de la mer Noire. On voit que la Moldavie, entre la Roumanie et l'Ukraine, eh bien elle s'ancre à l'ouest, tandis que la Géorgie, elle dérive vers la Russie après ces récentes élections législatives. Les résultats de ces élections, ils sont contestés par l'opposition, par la société civile, par des organisations internationales, ils sont aussi contestés dans la rue, mais tout porte à croire qu'ils ne vont pas être remis en cause. Et puis au milieu de cette mer Noire, il y a l'Ukraine qui se débat pour sa survie contre l'agression russe. C'est probablement le sort des armes dans cette guerre russe en Ukraine qui dictera l'avenir de cette région de la mer Noire et les orientations géopolitiques des pays qui l'entourent. Mais en attendant une éventuelle issue à cette guerre, la Moldavie, elle est géographiquement protégée de la Russie par l'Ukraine, et elle va continuer son intégration euro-atlantique. À titre d'exemple, et je termine là-dessus, je rappelle que l'Ukraine va interrompre le transit de gaz russe sur son territoire le 31 décembre de cette année. Ce qui a poussé, et pousse encore plus, la Moldavie à trouver des sources d'approvisionnement alternatives. Et donc on voit que le conflit entre Kiev et Moscou, eh bien il pousse encore plus au découplage de l'économie moldave par rapport à la russe. Et pour Maia Sandu, c'est évidemment un cheval de bataille. Plus cette situation dure, et plus elle a à la fois des arguments, mais aussi des leviers pour mettre en pratique sa politique, pousser pour l'intégration euro-atlantique et lutter contre la corruption. Avec évidemment cette prochaine étape que sont les législatives de 2025. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve demain.